Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Mohamed Amra est donc rentré en France. L'avion du GIGN qui le transportait a atterri vers 18h hier soir à l'aéroport de Vélizy-Villacoublay en région parisienne. L'ennemi public numéro 1 a été aussitôt présenté au juge d'instruction et incarcéré, Antoine Bienvaux. Oui, dès son arrivée sur le sol français, Mohamed Amra a immédiatement été transféré vers le tribunal judiciaire de Paris. Le narcotrafiquant a été présenté à un juge d'instruction et mis en examen dans la foulée, notamment pour meurtre et tentative de meurtre, le tout en bande organisée. Escorté par un très important dispositif policier, il a ensuite été emmené dans un centre pénitentiaire de haute sécurité. Mohamed Amra a ainsi passé la nuit au quartier d'isolement réservé aux détenus les plus sensibles, comme l'explique Jean-Baptiste Perrier, président de l'Association française du droit pénal. Les détenus qui sont à l'isolement sont dans une cellule à part, ils font l'objet de promenades à part. On veut éviter les pressions, les concertations, les fuites. Donc il y a moins de visites qu'en temps normal. Dans les cas particuliers, lorsqu'il y a ce type de risque d'évasion, on peut peut-être avoir une vision assez stricte de visites extérieures. Devant le juge d'instruction hier soir, Mohamed Amra a choisi de garder le silence. Lui qui, lors de son arrestation en Roumanie, s'était dit déterminé à prouver son innocence. Antoine Bienvaux, et selon Aujourd'hui en France, le Parisien, Mohamed Amra serait incarcéré à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Le garde des Sceaux précisera dans l'après-midi son régime et ses conditions de détention. Et on en vient à cette crise diplomatique entre Paris et Alger avec cette surprenante décision du ministère de l'Intérieur à 2 jours du début du Ramadan. Paris accorde des visas à plusieurs dizaines de récitateurs algériens afin qu'ils prennent le relais des imams déjà installés en France. La nouvelle fait réagir la classe politique, mais le gouvernement assume. Alexandre Chauveau. Les regards se tournent vers Bruno Retailleau. Le RN l'accuse déjà d'être fort en parole, mais faible en actes. Qu'attend le ministre de l'Intérieur pour agir ou démissionner, s'interroge de son côté Éric Ciotti, favorable à un bras de fer avec l'Algérie. Alors dans les faits, l'octroi des visas dépend à la fois de la place Beauvau et du Quai d'Orsay. Mais le gouvernement assume sa décision. Le ministre de l'Intérieur appelle ainsi à dissocier les mesures de rétorsion souhaitées par Bruno Retailleau envers le régime algérien et une décision qui serait vécue comme une vexation par la communauté franco-algérienne vivant en France. Priver des musulmans français de pratiquer leur foi à cause d'un conflit diplomatique, ce serait contre-productif, défend un conseiller, pour qui une telle décision serait instrumentalisée par Alger pour justifier son hostilité à Paris. La place Beauvau dresse par ailleurs un parallèle avec la venue de prêtres étrangers lors des fêtes chrétiennes et rappelle que ces imams ont vocation à rentrer chez eux une fois le ramadan terminé. Le sujet pourrait néanmoins être débattu cet après-midi lors du comité interministériel de contrôle de l'immigration convoqué par François Bayrou. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Des visas pour les récitateurs, mais des difficultés certaines pour les dignitaires algériens qui voudraient séjourner en France. On l'a appris hier soir. Certains d'entre eux seront frappés par des restrictions de circulation, voire d'accès au territoire français. Premier train de sanctions déjà en place et annoncé par le ministre des Affaires étrangères. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h03. Les proches de Joël Le Squarnec savaient-ils quelque chose? Cette question a hanté la 2e journée du procès du chirurgien. Ses 2 fils appelés à la barre de la cour criminelle du Morbihan, interrogatoire long et éprouvant pour les témoins comme pour les parties civiles. Compte rendu d'audience, Sandrine Prioul, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Ouest. Le cadet comme le plus jeune, ils l'assurent, ils ne savaient rien des agissements de leur père. Mais pendant 5 heures, la cour a des questions. Joël Le Squarnec a agressé plusieurs petites sœurs de leurs copains de classe. Viennent ensuite les agressions sexuelles sordides à 5, 9, 10 ans subies par le cadet de la part de son grand-père. Et l'autre frère de répondre, quand on a eu un père pédophile et un grand-père pédophile, on s'interroge sur notre propre traumatisme dans une famille gangrénée par l'inceste, selon l'avocate Marie Grimaud. La parole ne circulait pas, les tabous existaient, le non-dit était là, toute la dynamique en fait de l'inceste dans cette famille, comment le silence se propage, se renferme, se percute, je dirais. Une chape de plomb, des questions auxquelles désormais ce sera à l'ex-femme de Joël Le Squarnec de répondre cet après-midi. Selon un des fils auditionnés hier, elle n'était pas au courant, sinon dit-il, elle l'aurait quitté plus tôt. Pourtant, une lettre exhumée ces derniers jours indique qu'elle demandait de taire le passé de son mari. Vannes, Sandrine Prioul, Europe 1. L'actualité à l'étranger, c'est cet accord sur les minerais entre l'Ukraine et les États-Unis. Kiev en accepterait les termes selon un haut dirigeant ukrainien. Accord qui pourrait être définitivement scellé vendredi à Washington en présence du président Volodymyr Zelensky. D'ici là et plus près de nous, les Européens vont débriefer aujourd'hui la rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump, réunion à 27 et en visioconférence. 12e jour d'hospitalisation pour
le pape François est acritique mais stationnaire, dit le communiqué du Vatican. Devant l'hôpital Gemelli de Rome, les fidèles viennent prier sous ses fenêtres. Reportage Antonino Gallofaro. 3 moines prient en retrait loin de la foule. Ils arrivent de Pologne, ils sont trempés, de fortes pluies s'abattent sur Rome. Mais ils tenaient à être au plus près du pape. Petit frère Étienne. Comme on n'a pas pu le voir à l'audience du mercredi, cette audience étant annulée, nous sommes venus ici le soutenir par la prière, tout simplement. Voilà, qu'ils reçoivent la force pour vivre cette épreuve, porter la croix. Après nous avoir tous soutenus par sa prière et puis ses paroles de réconfort, c'est à nous de lui rendre. Quelques heures plus tard, la nuit est tombée, la pluie a cessé et sous la fenêtre de la chambre du pape François, la statue de son prédécesseur Jean-Paul II s'est illuminée. Il ne reste qu'une poignée de fidèles en recueillement devant le pape polonais, comme Concheta Enuncia, 2 patientes de la clinique. J'étais en train de faire ma chimiothérapie, on m'a juste dit que tout s'était bien passé. Je suis donc venue remercier le pape Wojtyła et j'ai aussi prié pour François, pour lui dire que tout ira bien pour lui aussi. Il est comme l'un de nous qui souffre et être proche de quelqu'un dans ces moments apporte beaucoup. C'était juste une façon d'être proche de lui et il n'y avait pas d'autre moyen que la prière. Dans le même temps, des centaines de fidèles sont réunis place Saint-Pierre pour une prière du chapelet en soutien au pape François. Rome, Antonino Gallofaro, Europe 1. La chambre médicalisée du pape, d'ailleurs, il l'a lui-même surnommée Vatican numéro 3. Vatican numéro 2 étant la résidence d'été de Castel Gandolfo, où il se rend en temps normal. Venons-en au Salon de l'Agriculture. Europe 1 vous emmène faire le tour des concours. Il y en a pour tous les goûts. Et pour toutes les vocations, concours du meilleur boucher, du meilleur éleveur, Aurélien Fleureau s'est promené dans les allées à la recherche du plus beau taureau de la porte de Versailles. Oui, et bingo, il l'a trouvé. Reportage. Carrure imposante enrubannée de bleu, blanc, rouge, Toronto, un taureau charolais né dans la Nièvre, ne passe pas inaperçu sur le ring de présentation. Doublement primé au concours général agricole, il a été minutieusement préparé. Détail Antonin. Il fait déjà 1 tonne 500 à 3 ans. Pour le préparer, il a fallu le peigner en mettant de la laque pour faire tenir le poil en l'air pour avoir plus de volume. Il fallait se lever beaucoup plus tôt, donc pour le laver et pour qu'il soit sec pour le concours. Quelques allées plus loin, encore des applaudissements. Nous sommes en pleine battle de jeunes bouchers. 3 épreuves sous le regard attentif de Thierry Morin, meilleur ouvrier de France 2018 et artisan boucher au Mans. Les 4 candidats viennent tout juste s'affronter donc sur un rôti de veau dans la noix. Donc là, ils avaient du bardage, du ficelage et de la décoration. Ça met une belle ambiance, ça met de l'animation et ça valorise un petit peu le travail de nos jeunes parce que à 16 ans, ils sont courageux. Épaule d'agneau, côte de bœuf, épreuve réussie haut la main par Erwan, apprenti à Calais. Avec toute l'ambiance qu'il y a, on n'est pas habitué parce que dans les labos derrière en boucherie, on est tout seul. La première épreuve, j'ai beaucoup stressé, mais là, ça va mieux. Et puis bien sûr, les produits sont récompensés sur le salon. Hier au menu, il y a eu par exemple confiture, choucroute et cidre. Aurélien Fleureau au Salon de l'Agriculture jusqu'à dimanche. Dossier complet sur l'agriculture à retrouver dans le Pèlerin Magazine. Un mot de football, Reims et Cannes, premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Les 2 derniers quarts de finale ce soir, Brest-Dunkerque et les amateurs de Saint-Brieuc contre le Paris Saint-Germain. Et puis coup de chapeau à Eugénie Le Sommer, devenue hier soir la joueuse la plus capée de l'histoire des équipes de France, hommes et femmes confondus, avec 199 sélections. C'est pas mal, effectivement. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journée.